Travailler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, le talk show qui parle de vous, qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre ce vendredi matin. Merci à Mohamed Kamara qui gère les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Foté Souma. Merci à vous tous à l'international qui nous regardez à la télévision et qui nous écoutez ici via nos antennes régionales. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez donc nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG. Vous pouvez nous écrire également au Grande Gueule Espace TV grâce à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Nous nous ferons le plaisir bien évidemment de lire ici vos messages avec notre médiatrice Aïssa Toussané dans la deuxième et la troisième partie de l'émission. On revient sur cette actualité, altercation entre citoyens guinéens et des agents des services de sécurité aéroportière de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. L'incident diplomatique a pu être évité. Après moult tractations, les autorités des deux pays sont parvenues donc à la libération des deux dernières Guinéennes interpellées notamment pour terrorisme, dit-on. L'artiste Khady Diop et sa compagne d'infortune ont enfin regagné l'Obercaï ce jeudi. Que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive à ces violences contre les passagers du vol Air Sénégal? On en parle ce matin avec les principales concernées. Elles seront avec nous chez les grandes gueules. Et puis les cheminots, les chemins de fer de Guinée ne connaissent pas de développement, mais ils enregistrent des accidents aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays s'ils ne sont pas souvent occupés par les ordures ou que les ménages donc logés à proximité prennent plaisir à jeter. Les animaux et les humains n'hésitent pas à les traverser sans crainte. Une insécurité à laquelle veut s'attaquer l'association des cheminots de Guinée. Leur arme, la sensibilisation. Nous parlons ce matin de l'association et de son ambition avec son coordinateur national, Aboubakar Kamara. Il sera avec nous ici en studio chez les Grandes Gueules. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules pour votre plaisir encore une fois. Merci de nous rejoindre avec l'équipe ici en studio. Dada Mohamed Kamara, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadja, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Bonjour Aoula Tousso. Bonjour Moussa, bonjour à tous. Bien, Caps, bonjour. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on commence par ce sujet, Caps, affaire 27 milliards de la LONAGUI, quid des poursuites judiciaires contre l'ancien directeur général. Oui, effectivement, Madame So, il faut rappeler que c'est bien dans la dynamique, c'est pas une affaire qui a commencé avec le CNRD, c'est bien depuis 2020. Depuis 2020 que cela a commencé, c'était avec Alpha Condé. Et bien, comme on l'a dit, dans le cadre de la moralisation de la chose publique, de la vie publique et de la lutte contre la corruption, le gouvernement guinéen avait déployé des missions d'inspection dans toutes les régies financières, dont la LONAGUI, la Loterie nationale de Guinée. Alors, ces missions ont révélé une gestion pas du tout catholique au niveau de la LONAGUI, où il a été constaté des cas de corruption et de détournement de fonds publics. Donc, dans la répression donc, de ces délits, le procès a été ouvert au tribunal de Kaloum contre l'ancien directeur général Lansana Chérif Aïdara. Et c'était le lundi 2 mars. Le lundi 2 mars 2022. Et puisque l'accusé n'était pas sur place, il a été requis contre lui un emprisonnement, une peine de 10 ans d'emprisonnement. Et ça, c'était en 2020. Ça, c'est la réquisition. Ça, c'est la réquisition en 2020 par le procureur du TPI de Kaloum. Et chemin faisant, il a fait une sortie chez nous, et cela, il faut le rappeler, c'était bien en 2021. Et quand on lui a posé la question sur cette affaire, M. Chérif Aïdara est revenu pour nous dire clairement que ce qui s'est passé en réalité n'avait rien à voir avec la gestion de la LONAGUI, c'est purement politique et personnel. Ça, ce sont ces mots que je rappelle, c'était en 2021. Et en 2022, c'était le 16 mai exactement,
la chambre de jugement de la CRIEF, maintenant avec les autorités de la transition, le CNRD, avec la mise en place de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, et qui a pris le lundi 16 mai 2022 une première décision dans le procès de Lansana Chérif Aïdara, ancien directeur général de la LONAGUI. Elle a d'ailleurs essayé de joindre tout à l'heure Paris pour essayer de l'entendre. Alors, elle a ordonné à l'époque, c'était bien le 16 mai, elle a ordonné à la force publique de rechercher et de conduire l'inculpé devant le parquet spécial de la CRIEF. Et cette décision, il faut le dire, qui fait suite à l'absence de M. Aïdara à ce procès, même pas son avocat. Donc, parce qu'il devait être... C'est une sorte de mandat d'arrêt. Voilà, c'est une sorte de mandat d'arrêt parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas vu son avocat, alors qu'il devait se présenter le 16 mai devant le tribunal, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et chemin faisant, de 2022 à 2023, et il y a juste des jours, je crois que c'était le 17 janvier, il y a le procureur également de la CRIEF qui a validé ce que la chambre d'instruction a donné comme directive. Toujours, M. Chérif Aïdara reste encore dans les liens de la culpabilité de la justice et cette fois avec la CRIEF. Mais bon, comme on l'a eu, il a réitéré ce qu'il a dit en 2021 sur les antennes de Radio Espace et également dans l'émission Les Grandes Gueules. Il dit encore ce matin que ce qui se passe est en réalité n'a rien à voir avec la gestion de la LONAGUI, parce qu'il ne se reproche absolument de rien dans la gestion et que ce serait derrière les nommés Mohamed Diané, qui était le ministre de la Défense, ministre chargé des Affaires présidentielles. Qui ne sont plus en poste là. Qui ne sont plus en poste, mais tout est parti de là. J'ai rappelé 2020. Oui. Comment les choses sont parties. Et à l'époque, les mêmes personnes étaient accusées, notamment Mohamed Diané, mais également Dr Ibrahima Kassouri Fofana, qui seraient, à son avis, des instigateurs de ce qui lui arrive jusqu'à aujourd'hui. On va essayer donc de partir sur le terrain avec M. Lansana Chérif Aïdara, ancien directeur de la LONAGUI. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour, M. Aïdara. Bonjour. Alors, bienvenue chez les GG. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, monsieur Aïdara, on a rappelé tout à l'heure, cette affaire a commencé depuis 2020 sous Alpha Condé. Alpha Condé, d'ailleurs, dont vous êtes très proche. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Et ce qui se poursuit jusqu'en 2023 avec toujours la même affaire autour d'un peu plus de 27 milliards de francs guinéens. Et vous avez insisté en 2021 dans les Grandes Gueules ici, que ce qui s'est passé en réalité n'avait rien à voir avec la gestion de la LONAGUI, mais c'était purement politique et personnel. Vous accusiez à l'époque Mohamed Diané et Kassouri Fofana, entre autres. Et aujourd'hui, l'affaire encore refait surface. Vous êtes toujours dans les liens de culpabilité. Écoutez, monsieur, je vous remercie d'abord d'accepter de me donner la parole. Je n'ai pas accusé à l'époque Diané. J'accuse Diané et je continue à accuser Diané. Diané a entraîné Kassouri avec lui dans l'affaire. Au départ, Kassouri n'était pas dedans. Ils ont entraîné Kassouri parce qu'à l'époque, le gouvernement était décrié, le président était décrié pour des questions de corruption. Donc, ils se sont dit, on va sacrifier quelques responsables d'entreprise pour que ceux-ci servent de paratonnerre, de fusible, comme ça on nous laisse tranquilles. Et ils ont commencé à monter leur coup, et c'est ainsi que moi j'ai été ciblé, Paul Moussa a été ciblé, et Sekou Kamara de l'OGC a été ciblé. Chacun dans son dossier. Moi je ne connais que le mien. Je parle du mien. Sekou Kamara je connais un peu, mais je connais que le mien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Diané s'est permis de donner une licence à quelqu'un à ma place en tant que directeur. Je lui pose la question, il dit que c'est parce qu'il est ministre des Affaires présidentielles. Je lui dis, donc la LONAGUI c'est une affaire du président. Donc vous octroyez, vous donnez le droit de faire ce que vous voulez dans les entreprises. Je dis, mais c'est fini. Si c'est comme ça, moi je démissionne. Je suis parti à Sékou Touré. J'ai un témoin ce jour-là, c'est Albert Damantan.
que j'ai rencontré dans la cour qui m'a dit « Ah, je voudrais te voir pour tel problème ». Je lui dis « Non, moi je suis venu démissionner parce que ça ne peut pas continuer comme ça ». Et je lui ai expliqué. Donc, ensuite, j'appelle Diané devant un autre ministre encore. Tout sera dans mon livre. J'appelle Diané devant un autre ministre. Le ministre me dit « Écris au président parce que ce n'est pas normal ». Donc, je fais une lettre au président. Une semaine après, c'est le PCA qui a incité Diané à faire ça. C'est le PCA qui m'appelle pour me dire « Ah, tu nous as dénoncé chez le président ?» J'ai dit « Oui, parce que ce que vous faites n'est pas normal. Diané ne peut pas être dans son bureau, faire son boulot, et être dans son bureau, faire mon boulot à moi aussi. Diané n'a qu'à faire son boulot et moi, je fais le mien. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et je sais qu'ils ont pris de l'argent avec Marco. J'ai des enregistrements, je le ferai écouter en temps voulu. Et les enregistrements sont là. J'ai toutes les preuves. Monsieur Aïdara, vous pouvez nous faire parvenir ces enregistrements parce que, en fait, cette histoire, ce n'est pas la première fois que vous nous l'expliquez ici à l'antenne chez les Grandes Gueules. On connaît cette histoire. Nous voulons que vous nous fassiez parvenir les enregistrements. Mais à part ça, la question que moi je voudrais poser, ça c'était sous l'ère Alpha Condé. Je suppose que vous avez été victime d'un régime qui n'est plus en place. Là, on est sous l'ère de la transition du colonel Mamadi Doumbouya. Mais la justice vous pointe toujours du doigt. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, c'est très simple. Là, après le coup d'État, je suis rentré en Guinée. Puisque le président de la transition a dit que la justice sera sa boussole. Je suis rentré pour que cette boussole-là me montre le chemin de la rivière ou du marigot ou du fleuve, pour que j'aille me laver de la souillure qui m'a été déversée. Sauf que moi, j'étais là, j'attendais. Et brutalement, j'apprends que j'ai été condamné déjà dans cette affaire, jugé, condamné sans que personne soit informé. Vous, ou de la presse, avez-vous entendu à l'époque que moi j'ai été condamné sous Alpha Condé? Tout le monde a dit non, il est parti, Alpha Condé l'a laissé partir parce qu'il est proche de lui. Mais voilà, madame, tout d'un coup, j'apprends que sous Alpha Condé, j'ai été condamné. Et c'est Mori Doumbouya l'instigateur. Ils ont monté un dossier, fabriqué un dossier dans le bureau du substitut du procureur Ousmane. Monsieur Aïdara, vous comprenez? Quand vous avez appris, si vous permettez, quand vous avez appris que vous avez été condamné sous Alpha Condé, vous êtes revenu sous l'ère du CNDD. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'interjeter appel, aller à la rencontre de la justice avec un avocat pour essayer d'interjeter appel? J'en viens, madame. C'est pour que les auditeurs comprennent ce qui s'est passé. J'ai appris que j'ai été condamné, c'est en Guinée que je l'ai appris. Parce que je suis sur vos antennes, et Ali Silla, qui est l'oncle de Aminata Silla, qui m'a remplacé, a appris que je suis là. Il a demandé tout de suite qu'on m'envoie une signification. Allô? Monsieur Aïdara, vous êtes là? Automatiquement. Ensuite, Maître Béa a introduit parce que le greffier en chef le nouveau greffier en chef de la cour d'appel de l'époque, qui est Moko Soumaoro, s'acharnait sur moi. Tous les jours, il m'envoyait un document, croyant que je viendrais discuter avec eux. Moi, je ne discute pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, je suis resté à ma place, droit dans mes bottes. Vous parlez de quelqu'un de la justice qui vous a envoyé une signification? Mais si vous dites que vous ne discutez pas avec la justice, ne serait-ce pas de la rébellion? Non, madame, je ne discute pas personnellement avec un membre de la justice. C'est mon avocat qui va écrire, c'est pas moi. L'a-t-il fait à l'époque? Nous sommes au pénal, madame. Nous sommes au pénal. L'a-t-il fait à l'époque? Votre avocat a-t-il écrit? Il a fait toutes les diligences, madame. Toutes les diligences. La cour d'appel a traîné. Finalement, la cour d'appel, plutôt la CRIEF s'est saisie du dossier. Pour moi, la CRIEF allait reprendre l'étude du dossier dès le départ parce que le dossier que Mori a envoyé, soi-disant que j'ai été condamné, il est marqué dans ce dossier qu'après d'intenses débats et des discussions et plusieurs audiences, que moi je ne suis pas venu. Il n'y a jamais eu d'audience, il n'y a jamais eu de débat. Tout a été fabriqué dans le bureau de Ousmane Sanko. Donc maintenant, quand je suis en Guinée, je me dis, la CRIEF va me convoquer et il va demander des documents, puisque dans le dossier transmis à la CRIEF, il n'y a même pas ma réponse que j'ai faite à l'IGE. Ma réponse n'est pas dedans. Il n'y a que les documents de Mori Doumbouya.
C'est pour ça que la première juge de Kaloum, Mme Mariam Doumbouya, a refusé de juger. Elle a dit qu'elle n'a pas ma position dans le dossier. Oui, monsieur Chérif, sur la base de la déclaration du seul agent judiciaire. Maintenant, j'ai attendu la CRIEF pendant longtemps. Ma maladie s'est aggravée. Je ne sentais plus mes orteils. Mes yeux, parce que j'ai un glaucome. J'ai commencé à avoir des problèmes. Ma vue se rétrécissait. Et mon diabète et ma tension se sont aggravés. J'ai aussi une insuffisance rénale. Donc, vous voyez là, j'ai la totale avec une grosse hernie discale, c'est-à-dire 5 vertèbres d'abîmées. Donc, je ne pouvais même plus marcher. C'est difficilement que je suis monté dans l'avion. Je suis venu à Paris et hospitalisé dès le lendemain. Direct à l'hôpital. J'ai été hospitalisé 1 mois et demi. Ensuite, maintenant, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai fait une intervention sur vos antennes. Oui. Donc, mon avocat, j'ai dit à mon avocat, voilà tous les documents. Envoie à la CRIEF, dis à la CRIEF de différer mon appel. Monsieur Lansana Chérif Aïdara, ancien directeur général de la l'ONAGI. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, la question, c'était, quand vous parliez du temps de Alpha Condé, vous devriez être présent au tribunal de Kaloum le 2 mars 2022, mais vous n'êtes pas présenté, et c'est à la suite de cela que vous avez été condamné à 10 ans de prison à l'époque. La question, je n'ai pas entendu ça, grésille. Voilà, je disais, vous dites que vous n'avez pas été jugé, vous avez été... Allô? Allez-y, Daouda, je relais la question. Oui. Voilà, la question. vous avez dit que vous n'avez pas été jugé, mais plutôt condamné en votre absence. C'était parce que le 2 mars 2022, vous étiez attendu au tribunal de Kaloum, mais vous n'êtes jamais présenté, ni vous, ni votre avocat. C'est faux, monsieur. Le 2 mars, je n'ai jamais été appelé au tribunal de Kaloum, puisque j'étais à Conakry jusqu'au 12 mars. Le 2 mars, le dossier était déjà à la CRIEF, monsieur. Je suis allé voir Charles White pour lui expliquer. Charles White ne m'a même pas écouté. Il s'est mis à crier sur moi. Je suis parti. Et après cela, j'apprends par quelqu'un que Charles White a dit que je suis venu me lamenter dans son bureau, que je suis venu pleurer dans son bureau. Ce qui est absolument faux. Il y avait des témoins. Bien. Je n'ai jamais été appelé au tribunal de Kaloum. Jamais. Dans ce dossier, madame, on ne m'a jamais appelé. C'est un coup monté depuis le départ. Mori Doumbouya continue à entretenir ses relations dans les rouages de la justice. Bien, allez-y, Kapsa. Malgré qu'il est poursuivi lui-même aujourd'hui. Alors, M. Aïdara, oui? Ce que vous êtes en train de partager ce matin, c'est très grave si ça s'avère vrai. Grave. Cependant, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est ma première question, qu'est-ce qu'aujourd'hui votre avocat est vraiment en train de faire dans ce sens, parce que vous avez l'opportunité d'interjeter appel. Ça c'est ma première question. La seconde question, c'est, je veux qu'on revienne au moment des faits. Il y a un rapport d'une mission de vérification administrative et financière qui a révélé qu'il y avait des pièces justificatives qui manquaient, et donc qui faisait qu'il y avait un certain nombre de montants qui n'existaient plus dans les caisses de la l'ONAGI, mais qui étaient injustifiés. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des preuves par rapport à ces faits-là, parce que c'est réellement ce qui vous est reproché? Alors, la première question, c'était quoi, monsieur? Alors, la première question, c'est ce que votre avocat est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez mené des démarches pour interjeter appel, etc. Monsieur, première question. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un avocat ou si je n'ai pas d'avocat. Mais ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis atterré. Je suis atterré. C'est qui votre avocat, M. Aïdara? Aujourd'hui, c'est Maître Béa. Il ne me répond pas. Quand j'écris, quand je lui envoie des messages par WhatsApp, il ne répond pas. Il ne m'écrit pas, il ne me dit rien de tout. Je n'étais même pas au courant que le 17 de ce mois, il y avait une audience de prévue. C'est hier matin qu'un jeune de Yataya m'a informé. Je n'étais pas au courant. Vous comprenez? D'après ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai appris que mon avocat est devenu maintenant l'avocat de Djané et de Kassori, les instigateurs de ce problème. Donc, ce qui pourrait expliquer le fait que votre avocat ne vous réponde plus, parce qu'il ne peut pas aller dans un procès à la fois, il vous défend et il défend également l'autre côté. Mais vous êtes libre de changer d'avocat, non? Oui, mais sauf que je n'étais pas au courant de la procédure, et que lui,
je lui ai transmis l'entier dossier, y compris les enregistrements dont vous avez parlé, sur clé USB. Aujourd'hui, il est l'avocat de la même partie qui m'a sali. Pas dans le même dossier. Pas dans le même dossier. Mais dans le même dossier. Non, les Diané et Kassori ne sont pas poursuivis pour le dossier de la Lonagui quand même. Mais s'il est avocat de ces gens-là, il pourra. Ça veut dire qu'il n'est pas leur avocat dans le même dossier, même s'il les défend aujourd'hui. Mais il ne peut pas être avocat dans le même dossier pour la simple raison qu'il a connaissance de tous les éléments de ce dossier. Maintenant que vous êtes informé, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, maintenant que je suis informé, je vais étudier la question, je vais soumettre la question à d'autres avocats. Moi, je ne suis pas pénaliste. Et en plus de ça, bon, la procédure guinéenne, je ne la maîtrise pas du bout des doigts. Donc, il faut que j'interroge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de moyens. Moi, mon avocat, M. Béa, je lui ai payé 10 millions. Parce que je n'ai pas d'argent. Je vis de ma pension de 1 200 € par mois. Je n'ai rien d'autre. Alors, savez-vous que ordre a été donné de vous rechercher? Vous vous souvenez, madame? Oui, Monsieur Aïdara, ordre a été donné par les juridictions compétentes de vous rechercher et de vous conduire au niveau de la CRIEF. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de vous trouver un nouvel avocat qui pourrait prendre en charge votre dossier? Si la CRIEF peut me trouver un avocat, madame, mais je me pose des questions aujourd'hui sur la méthode de travail de la CRIEF. Comment la CRIEF peut juger un dossier dans lequel il n'y a que la position de l'agent judiciaire, il n'y a pas la position de l'accusé. Le rapport que tout à l'heure votre collègue m'a parlé d'un rapport de l'inspection d'État. J'ai répondu à ce rapport-là. Mais dans le dossier de la CRIEF, il n'y a pas ma réponse dedans. Mody Doumbouya a enlevé ma réponse, il a enlevé tous les dossiers que je lui ai communiqués. Il a tout occulté, il a tout escamoté. Il a tout enlevé, il a envoyé que son dossier, que sa position. La meilleure des façons... Moi, me menaçait. Je recevais des coups de fil. Monsieur Aïdara, ça c'est le passé. Vous ressassez le passé. L'actualité, c'est quoi? Madame, tout est lié. Oui, l'actualité aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de vous trouver un avocat qui puisse reprendre tout ce que vous avez dit, reprendre vos éléments et les présenter à la CRIEF? Ça, c'est un premier point. Mais tout est lié, madame. Tout est parti du passé. On ne parle pas... L'actualité dépend du passé. C'est comment ils ont été amenés à m'amener devant la CRIEF et devant l'inspection d'État. Une inspection d'État qui n'avait même pas le droit d'être à la Lonagui. La Lonagui est une entreprise, c'est une société, comment dirais-je, régie par l'OADA. On a un droit. Bien, dernière question. C'est une société régie par l'OADA. Monsieur Aïdara. Et il y avait une deuxième question de votre collègue. Oui, de CAPS. Oui, en effet, c'est par rapport au rapport de cette vérification administrative et financière qui concernait des justifs qui manquaient. Je vous remercie. Vous savez, le document sur la base duquel l'IGE a fait son enquête est un document qui a été élaboré en 2018. D'accord? Mais ce document-là contrôle 2016-2017. Si ce n'est pas en Guinée, comment on peut faire des trucs comme ça? Et ce document précise bien que le document a été élaboré dans le cadre de l'exécution des budgets des entreprises d'État, des entreprises publiques. C'est précisé dans l'article 1er d'ailleurs. Dans le cadre du contrôle des entreprises publiques. La Lonagui n'est pas une entreprise publique, la Lonagui est une société anonyme. Et quand j'ai soulevé ça, Aliou Diallo était coincé, il ne savait pas quoi faire. Il a envoyé chez Diané ma lettre. Et Diané lui a dit, on s'en fout, on continue comme ça. Mamadou Gandoba, celui qui a été récompensé après l'audit, on l'a nommé au ministère du budget, Mamadou Gandoba, c'est lui qui a exécuté la salle besoin. Et je lui ai dit, vous savez bien que votre document n'est pas bon. Il a dit oui, mais nous on va faire sur cette base-là et puis on continue comme ça. Pour vous montrer comment ils sont incompétents ces gens-là. L'obligation légale pour la formation pour l'ONFPP, ils sont venus me demander où est le contrat avec l'ONFPP. Alors que c'est une obligation légale. C'est comme si vous demandez à quelqu'un où est le contrat avec les impôts. Pour que vous payiez les impôts, montrez-nous le contrat. Vous voyez?
Donc, c'est pour montrer que c'est une équipe d'incompétents qu'on a envoyé en mission commandée. Moi, j'ai tous les documents. Moi, j'ai tout. J'étais prêt à tout fournir à la CRIEF. D'abord au tribunal. Mais quand j'ai vu que, franchement, la manière de travailler la CRIEF, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et là, pour terminer, M. Aïdara, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes face à la justice guinéenne qui demande à ce que vous soyez arrêté et conduit une sorte de mandat d'arrêt parce que vous n'avez pas répondu aux appels à l'interpellation de la CRIEF. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Quel appel vous avez à lancer? D'abord, là où je suis là, je ne peux même pas me mettre debout. Je suis couché malade. Je dois subir une infiltration par radiothérapie le 31 janvier. J'en ai subi déjà 3. Ça ne va pas. Bien. Je dois en subir encore le 31 janvier. Aujourd'hui, d'abord, c'est ma santé qui me préoccupe. Et la deuxième chose qui me préoccupe, c'est la manière de travailler la CRIEF. C'est-à-dire que je demande à la CRIEF de ne pas faire de justice spectacle, mais de faire la vraie justice. De chercher à comprendre. Parce que moi, c'était ça. Je suis rentré dans l'espoir que la justice guinéenne allait me demander qu'est-ce qui s'est passé et j'explique avec tous les documents, tous les chiffres à l'appui. Ils disent, c'est pour montrer l'incompétence de Ali Oué et son équipe. Ils disent qu'il manque 27 milliards. Déjà, j'ai donné 13 milliards à l'État comme dividende, ce que je n'avais même pas le droit de faire. Parce que l'État n'a pas à prendre de dividende à la Lonagui qui est une société privée. Mais j'ai donné, parce que la société appartient à l'État. Quel que soit son statut, j'ai donné. Bon, ils n'ont pas tenu compte des 13 milliards. Donc, enlever 13 milliards de 27 milliards. Maintenant, les 14 milliards, ils disent que les 14 milliards sont des dépenses injustifiées sur la base d'un document qui a été élaboré en 2018 pour contrôler l'exercice 2016-2017. Au moment où on contrôle l'exercice, le document n'existe pas. Si ce n'est pas en Guinée, des énormités pareilles. D'accord, monsieur Chérif Aïdara, visiblement... La machine de l'État a décidé d'écraser quelqu'un, la machine d'État se met en route, on ne l'arrête pas et on fait ce qu'on veut. D'accord. Et demander une expertise contradictoire par un cabinet d'expertise indépendante. Et c'est ce que je demande encore aujourd'hui, que je demanderai jusqu'à la fin de ma vie. Monsieur Aïdara, voilà. Est-ce que vous pensez que les autorités du CNRD vous en voudraient aussi? Non, madame, je ne pense pas, parce qu'aucune autorité du CNRD ne me connaît personnellement. Oui, c'est parce que vous continuez à penser que c'est la même machine qui continue à tourner. Puisque vous avez d'ailleurs ajouté le nom de Doumbouya qui serait, qui continuerait encore à pousser ces dossiers. Ali Touré, vous avez cité Doumbouya plusieurs fois, qui était à l'époque. Mori Doumbouya. J'ai cité Ali Silla tout à l'heure. Parce que Ali Silla, c'est lui. Vous avez aussi cité Mori. Je suis passé. Hein? Vous avez aussi cité Mori Doumbouya. Mais c'est Mori Doumbouya après Djané. Mori Doumbouya est le deuxième chef d'orchestre. Alors, visiblement. Attendez, je vais vous donner une exclusivité. Sont-ils suffisamment forts pour influencer Ali Touré qui est là? Ou vous avez autre démêlé personnellement avec Ali Touré aussi? Écoutez, je vais vous donner une information. Lorsque les ministres des Finances et du Budget sont allés voir Alpha Condé pour se plaindre que depuis mon départ, il ne reçoit plus rien de la Lonagui. À l'époque, c'est le ministre, le vieux Mohamed Lamine Fofana qui a été nommé. Mohamed Lamine Fofana a reçu des documents de la Lonagui, des explications. Et il m'a appelé personnellement pour me dire il faut qu'on arrête cette histoire-là. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Et il a demandé à une juge de faire un arrêt pour arrêter cette affaire. Et la juge-là a dû appeler Mori pour dire bon, j'ai reçu instruction du ministre pour stopper cette affaire parce que bon, c'est une affaire bidon. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Djané est allé voir Alpha pour lui dire, Mori Doumbouya a appelé Djané pour dire voilà, le ministre demande qu'on arrête, donc on va arrêter. Djané est allé voir Alpha pour lui dire voilà, comment dirais-je,
la version de la Constitution, la mauvaise version de la Constitution qui a été publiée. D'accord. C'est le ministre Sofana, il l'a fait exprès. C'est pas un bon ministre, il faut l'enlever. Donc, Alpha a dit, il dit non, il a fait exprès, il a publié ça. Il faut l'enlever. Donc, on a enlevé Fofana. Monsieur Aïdara, revenons aux faits qui vous concernent, s'il vous plaît. Je vous explique comment Mori Doumbouya est devenu ministre. Oui, mais nous le savons, nous savons que c'est après M. Mohamed Lamine, c'était Mori Doumbouya. Allez-y. Voilà, alors, monsieur Aïdara, moi, je veux que vous nous clarifiez un point. Parce que dans les 27 milliards qui vous sont reprochés, vous disiez vous-même tout de suite que vous avez pris 13 milliards que vous avez mis à la disposition de l'État. Quand vous dites que vous avez mis 13 milliards à la disposition de l'État, vous faites allusion à qui précisément? Est-ce que ça a été justifié? Est-ce qu'il y a des documents qui prouvent cette mise à disposition? Versé au trésor public. Les 13 milliards? Oui. Et le reste du montant? Moi, j'ai versé d'abord 15 milliards à l'État, puisque l'État m'avait demandé d'intervenir pour l'aider dans le cadre de la lutte contre Ebola. J'ai versé 15 milliards à l'État contre récépissé, contre quittance du trésor public. Et ce jour-là, on m'avait dit de faire un virement. Je me suis dit, si vous faites un virement demain, après la banque centrale qu'il contrôle dit qu'elle n'a rien, j'ai dit non, je vais faire un chèque. J'ai écrit au ministre, à l'époque c'était Diaré, j'ai payé correctement et j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les copies. Donc, j'ai versé 15 milliards. La seule entreprise qui est intervenue à ce niveau-là. Ensuite, comment dirais-je, une des membres du conseil d'administration, en la personne de Mme Bountrabi Yatara, qui coiffait à l'époque toutes les entreprises d'État, est venue pour me dire qu'on a besoin d'argent. Écoutez bien, madame, on a besoin d'argent dans le cadre de l'exécution du programme du FMI, et le FMI était à Conakry. Il fallait qu'on comble le déficit ce jour-là même pour présenter les chiffres au FMI. C'est le comptable général du Trésor public qui est venu à mon bureau chercher le chèque en personne, en me suppliant de ne pas faire de virement, de faire un chèque. Un chèque de combien? Le virement que j'avais fait, j'ai été obligé d'annuler le virement, 10 milliards ce jour-là. J'ai été obligé d'annuler le virement pour donner un chèque. Il est parti avec ça. Donc ça fait 25 milliards que vous avez mis à la disposition. Non, oui. En partant des 13 plus les 10. 28 milliards. 28 parce que j'avais payé l'année d'avant 3 milliards. 3 milliards pourquoi? Et en tout, mais encore comme dividende l'année d'avant, puisque la LONAGI faisait des bénéfices. Madame, j'ai géré tellement correctement les comptes que la LONAGI a généré des bénéfices. J'ai ouvert même des comptes, comment dirais-je, rémunérés, puisqu'avant on était à la Banque centrale, il n'y avait pas d'argent, la Banque centrale ne payait rien. J'ai ouvert des comptes dans les banques primaires et ça a généré en moins d'une année 1,4 milliard. Et je peux vous dire que pendant mon exercice à la LONAGI, j'ai versé 257 milliards dans les caisses de l'État, madame. Alors que quand je suis arrivé à la LONAGI, il y avait 401 millions dans les comptes, il y avait 360 millions de dettes. Bien. Allez-y, Monsieur Aïdara, vous avez donné tout de suite 32 milliards dans les caisses. La clé de répartition de ces montants. Monsieur Aïdara? Oui. Vous avez donné tout de suite la clé de répartition de ces montants. Est-ce que vous les avez transférés au niveau de la justice? Les pièces justificatives. Mais j'avais tout mis dans mon rapport, dans ma réponse à l'IGE. Mori Doumbouya les a tous escamotés. Bien. Vous savez, madame, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Mais rien n'est tard, vous pouvez les transférer encore à la CRIEF. C'était de me noyer. Bien, on l'a compris. Est-ce que vous n'irez pas, ce ne serait pas mieux que vous partiez vers la prise d'un autre avocat, pour vous engager un autre avocat pour défendre votre dossier? Madame, d'abord, je vous demande à tous qui êtes sur ce plateau de prier d'abord pour moi pour que je recouvre ma santé. Parce que pour vous battre, il faut être en bonne santé. Et quand vous m'entendez comme ça, vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est en très bonne santé. Ce qui n'est pas le cas. Je n'arrive même pas à me mettre debout aujourd'hui. D'accord. Ce que je vous demande à vous tous, prier pour moi. Bien. Que la CRIEF fasse son travail
en demandant à un expert comptable indépendant d'expertiser les comptes de la LONAGUI. Bien, je pense que le message est passé. Monsieur Lansana Chérif Aïdara, en tout cas, comme vous le dites, nous prions pour vous et bon courage surtout. Il y aura des surprises, madame. Bien. Quand les comptes seront faits, la montagne accouchera d'une souris. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie, madame. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. On a écouté Monsieur Lansana Chérif Aïdara. En fait, c'est pas une nouveauté. On l'a déjà écouté par rapport à cette actualité. Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, après la procédure, qu'il y ait une condamnation par contumace, au cas où il ne décidait pas de prendre un nouvel avocat, ce serait bien d'avoir quand même la réaction de Maître Béa par rapport à toutes ces accusations-là. Voilà, moi, mon intervention, c'est sur deux pans. Le premier pan, d'abord, c'est concernant justement Maître Béa Vogui. Aujourd'hui, il est important que Maître Béa Vogui accepte à son niveau aussi de prendre la parole par rapport à ce fait-là, parce que là, c'est son honneur qui est en jeu. Vous imaginez ce que M. Aïdara est en train de partager avec nous ce matin, dire que vous avez pris un avocat à qui vous avez déjà payé 10 millions de francs guinéens et que cet avocat ne vous réponde pas, quelle que soit la situation qui est là, peut-être qu'il a découvert des choses, mais quand même, il faut communiquer avec son client. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, on a carrément l'honneur de Maître Béa qui est en jeu. Donc, voilà pourquoi qu'il accepte à son niveau de prendre la parole et de pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans ce fait-là afin que l'opinion puisse comprendre. Ça y va de sa crédibilité. Maintenant, la seconde chose, c'est par rapport à M. Chérif Aïdara. Aujourd'hui, la justice peut mettre à la disposition de ce monsieur-là un avocat pour lui permettre justement de pouvoir venir se défendre. Parce que il y a des avocats qui peuvent être commis d'office. Si la personne n'a pas la possibilité justement de le faire. C'est la règle. Soit vous avez la possibilité de vous faire un avocat, ou on met à votre disposition un avocat. Et aujourd'hui, il est en train de nous faire savoir que ses moyens ne lui permettent pas. Regardez même, c'est quand même curieux de savoir que quelqu'un qu'on reproche d'avoir détourné un montant de 27 milliards de francs guinéens ne puisse pas se prendre un avocat qui vous dise qu'il ne vit que de sa pension. Ça, c'est selon ses propos. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la réalité c'est que quand un rapport est fait, quand l'IGE fait un rapport contre un individu donné, il a ce droit-là quand même d'envoyer un rapport contraire pour pouvoir se justifier par rapport à des pièces au dossier et justement donner sa version des faits et apporter ses documents par rapport à ça. Et quand il dit que les documents qui ont été reçus, sur la base de quoi, desquels le jugement, le verdict est tombé pour pouvoir le condamner, qu'on dise que lui, il n'a pas été entendu. Son avocat n'y était pas. Encore moins, il n'y avait aucun document et même le rapport qu'il avait fourni n'y était pas. Ça, c'est curieux. Le second point, quand même, aujourd'hui, quand on vient pour faire une étude comme ça, il faut avoir une contre-expertise. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la justice, notamment la CRIEF, de prendre un cabinet d'experts qui va venir faire un travail de contre-expertise par rapport à ce qui a été fourni comme document pour pouvoir au moins faire respecter ce principe du contradictoire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des droits aujourd'hui de mettre Chérif Aïdara. Il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, cette CRIEF-là et cette justice guinéenne, aujourd'hui est en train de vouloir dire à la population guinéenne que cette justice sera la boussole qui va gouverner, qui va conduire cette transition. Mais au regard de toutes les dénonciations qui sont en train d'être faites, il faut faire très attention pour ne pas perdre cette crédibilité vis-à-vis de cette institution sur laquelle les Guinéens ont nourri beaucoup d'espoir. Oui. Et aujourd'hui, ce monsieur est dans une situation très critique. À l'écouter ce matin avec toutes ces situations de santé qui se trouvent là, il a son honneur qui est en jeu. Mais ce qu'on demanderait à M. Aïdara aussi à son tour, si la justice n'est pas en train de vous écouter, vous pensez que tous ceux qui sont autour sont aussi forts de ne pas pouvoir passer votre message. Donc c'est simple, vous avez aujourd'hui la presse, vous avez les médias qui peuvent lever le lièvre sur un certain nombre de choses, notamment l'audio, l'enregistrement qu'il a, qui le mettent au moins à la disposition de la justice. C'est pas la première fois qu'il nous dit qu'il va nous les envoyer. Exactement. Le mieux serait de les mettre à la disposition des médias, de la presse, non seulement. S'il sent que par exemple en les versant au dossier ils seront détruits, qu'ils les mettent à la disposition de. Parce qu'en fait, au-delà de ça, il y a son honneur. Ça va l'aider d'ailleurs à
sauvegarder aussi. Il y a son honneur. Exactement, il y a son honneur qui est en jeu. Non seulement ces enregistrements audio qu'il les met à disposition de la justice, mais ces pièces dont il dispose et son rapport à lui qu'il a pu faire, ce contre-rapport qu'il a pu mettre, qu'il a pu élaborer, qui met également cela à la disposition des médias qui à leur tour pourront partager ça, relayer ça, l'opinion comprendra et peut-être que le déclic viendra au niveau de la justice, au niveau de la CRIEF, de revoir cette méthode de travail, de revoir cette façon de faire les choses, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est là, qu'on sent, qui n'a pas de moyens, qui se dit que j'ai vraiment fait de très bon travail, au point que j'ai même généré des bénéfices pour la LONAGUI. Ça, ce sont ses versions. Ça, ce sont ses versions à lui. C'est la parole, c'est la version d'un accusé. Oui, bien sûr, c'est la version d'un accusé, mais qui se doit quand même, qui se doit de pouvoir parler. Vous savez, Madame Yero, c'est ce qu'on reproche aux gens. Si la justice ne peut pas rassurer la population, on ne peut pas accuser quelqu'un de venir faire face à la justice. Pour que vous veniez faire face à la justice, c'est encore une fois que la justice vous donne cette confiance-là pour dire que quand je viens vers elle, elle pourra m'écouter. Je crois bien vous comprendre, Caps, mais je crois qu'il faut aussi faire beaucoup attention. C'est un accusé qu'on est en train d'écouter et qui est en train de relever des éléments qui ne sont pas vraiment matériels. Quand il prend la cabale qu'aurait Mohamed Djane, Mouri Doumbia. Permettez-moi de terminer. Le passé ne m'importe plus. Non, ce n'est plus ce régime qui est en place. Oui. On a un régime de transition qui est là. Donc, dans la manière de faire. Sauf que Caps, il pense que c'est les mêmes tractations qui continuent. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il essaie de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand il évoque le nom de son avocat, Maître Salif Beyavogui, sur cette question, il estime que ce dernier serait aujourd'hui. Voilà, qu'il estime aujourd'hui être l'avocat de. Il est certes l'avocat de Kassouri, il est dans le pool d'avocats de Kassouri, de Djane et autres, mais ce ne sont pas les mêmes dossiers. Il y a le dossier de la LONAGUI où on parle de 27 milliards et aujourd'hui Kassouri, il est en prison pour un autre dossier qui n'a rien à voir avec la LONAGUI. On n'a jamais parlé d'un quelconque problème, d'un quelconque élément lié à la LONAGUI sur le dossier de Kassouri Fofana. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de... la première fois que des propos comme ça soient tenus contre Maître Beyavogui. Vous vous rappelez? Non, je ne suis pas à ce niveau. Je suis pas à ce niveau. Je ne suis pas en train de personnaliser les choses. Mais quand vous vous rendez compte qu'un avocat ne fait pas votre travail, votre jeu, soit vous déclarez aux autorités de vous commettre un avocat, ou bien vous vous battez pour... Vous n'êtes pas obligé de vous attacher éternellement à un avocat. Lorsque vous estimez qu'un avocat n'est plus en train de faire votre affaire, c'est de votre droit de le récuser, de prendre un autre avocat. Je vais terminer. Il nous fait savoir qu'il n'a pas les moyens. Prendre un avocat, ce n'est pas forcément être milliardaire. Ce n'est pas forcément être milliardaire. C'est établi que lorsque vous n'en avez pas les moyens, on peut vous commettre un avocat. Ça, c'est les textes qui le disent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards parce que tout citoyen a droit à la justice. Et tous les citoyens ne sont pas au même niveau financier. Donc, vous pouvez être en conflit avec quelqu'un qui est plus puissant que vous, qui est plus nanti que vous, mais vous avez droit, c'est votre droit d'avoir un avocat. Que vous en ayez les moyens ou pas, mais c'est votre droit d'avoir un avocat. Donc, si M. Chérif estime aujourd'hui que son avocat, qui est M. Salif Beyavogui, n'est plus celui qu'il a été ou n'est plus digne de confiance à son égard ou à son avis, la meilleure façon ou la simple des manières, c'est aujourd'hui le récuser et passer à un autre avocat. C'est pas parce qu'il lui a confié tous les dossiers, c'est pas un problème personnel de Salif Beyavogui. C'est lui, M. Chérif, qui a un problème avec la justice. Son avocat, en tout cas avec lequel il a commencé, ne semble plus être sur la même longueur d'onde que lui. C'est son droit de le récuser et de prendre un autre avocat. Il n'y a pas à s'attarder sur le cas de M. Salif Beyavogui. C'est un avocat, c'est une profession libérale. Il peut continuer avec vous, tout comme vous pouvez décider de ne pas continuer avec lui. Vous n'êtes pas collé à vie. Donc aujourd'hui, il cite le nom de Kassouri, qu'il trouve comme instigateur de cette cabale contre lui, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Il estime que c'est une cabale contre lui parce qu'il a travaillé et on a voulu le sacrifier à un moment donné. Il a cité le cas de Sekou Kamara, il a cité le cas de Paul Moussa Diawara. Mais il a des éléments.
éternellement ou continuellement. Paul qui a quand même été condamné à un moment donné. Condamné, mais il y a eu également, comment je vais dire ça, il y a eu appel. Il y a eu appel. Donc pour l'instant, il n'est ni condamné ni non condamné. Donc la situation elle est pendante. Il y a eu appel jusqu'à ce que cela soit encore... L'appel suspend la condamnation. La condamnation, l'appel suspend la condamnation. Oui. Donc aujourd'hui, Chérif a le droit, même n'étant pas à Conakry, étant malade parce que j'ai eu un échange avec lui au téléphone, quand il parle d'aujourd'hui des moyens qu'il ne disposerait pas pour faire face à tout cela, il dit prendre aujourd'hui, avoir une pension de, je crois, 1200 euros et qu'il payerait sa maison à 700 euros, ainsi de suite. Mais cela ne saurait suffire. Parce que quoi que vous soyez, c'est bien de répondre à la justice pour laver votre honneur. C'est vrai qu'on veuille dire aujourd'hui que la justice guinéenne ne rassure pas. C'est vrai qu'on veuille dire aujourd'hui la population, les citoyens, je sais pas, n'osent pas venir devant la justice parce que ce n'est pas de cette façon qu'on peut qualifier notre justice. Il faut s'acquitter de ce qui est votre devoir vis-à-vis de la justice et je crois qu'il y a une autre justice qui juge également cette justice. Bien, allez-y Yaoulatou pour terminer. Monsieur Aïdara nous disait tout de suite qu'au début il pensait que c'était un problème politique au temps d'Alpha Condé, alors que le dossier encore revient sous l'ère du CNRD. Il nous a donné tout de suite des preuves, comment il a débloqué par exemple les 10 milliards, 13 milliards et tout ce qui s'ensuit. Pour le moment c'est des preuves, en fait c'est à l'oral on l'entend. S'il essayait de mettre toutes ces preuves là à nos dispositions, j'estime qu'il y a des copies de ces chèques où il a débloqué tous ces montants-là. Il essayait de mettre ça à notre disposition. Par exemple, aujourd'hui, dans l'émission, on aurait pu même afficher... Oui, afficher toutes ces preuves-là. Les gens pouvaient voir la justice et tout ce qui s'ensuit. Et au-delà des médias également, envoyer cela vers la CRIEF aujourd'hui, trouver au moins. Mais la première des choses, c'est de se trouver d'abord un avocat pour pouvoir défendre ce dossier, pour en finir pour de bon, pour ne pas qu'il reste là à attendre tous les jours. Un autre régime va venir. Tant qu'il n'essaye pas de brandir les preuves, ça va continuer. S'il n'est pas condamné. C'est ça. S'il n'est pas condamné je voulais rapidement dire une chose. Madame Yoro, vous avez vu avec quelle gymnastique, les acrobaties que le gouvernement déchu faisait pour justifier des sorties d'argent avec le FMI qui vient. Il faut courir par là pour prendre un chèque à la Lonagui, pour pouvoir combler le gap qui est là, pour pouvoir avoir un très bon visage au regard des partenaires. Tout simplement, je me demande dans quel état on était. Bien, je pense que le CNRD est là pour essayer de nous aider à comprendre. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire pour cette première partie. Nous partons à la pause pour 10 minutes. L'émission revient derrière. Nous aborderons d'autres sujets, notamment les accidents ferroviaires. Nous parlerons également de cette altercation qu'il y a eu à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Ils ont tous voulu faire pareil, mais une copie reste une copie. The Scover, le plus original, le plus émouvant et le plus fun des télécrochets en Guinée. The Scover, suivez le casting et la suite de la compétition chaque samedi sur Espace TV. Alors, nous allons partir sur le terrain d'Aouda Mohamed Kamara. On évoquait ce sujet par rapport aux 27 milliards de la Lonagui. Nous avons justement Maître Salifou Béabogui en direct sur les Grandes Gueules. Maître Béa, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci. Vous commencerez d'abord par reconnaître que vous êtes effectivement un des avocats ou l'avocat de Chérif Aïdara, l'ancien Chérif Aïdara, l'ancien directeur de la Lonagui. Mais aussi, qu'en est-il aujourd'hui de votre collaboration? Je vous remercie. Vraiment, je prenais un tout petit repos avec la fatigue. Je viens d'être appelé par plusieurs personnes. Moi-même, je n'ai pas suivi l'émission pour dire que le shérif aurait déclaré que je suis son avocat, il m'aurait payé 10 millions et je suis l'avocat de M. Kassori aussi et je n'ai pas suivi le dossier. Bon, je voulais vous dire tout de suite que
Je ne suis pas l'avocat du Premier ministre Kassory, ça c'est clair. Ensuite, M. Chérif Aïdara m'a contacté quand il venait d'être condamné à près de 27 milliards et à, je crois, 5 ans ou 10 ans en première instance. Je dois être son 3e ou 4e avocat. Vous me suivez? Nous vous suivons, maître. Oui, vous êtes à l'antenne, maître. Voilà. Je dois être son 4e ou 5e avocat, je ne me rappelle plus. Il est venu me contacter quand il venait d'être condamné en première instance. Appel avait été relevé. Ils ont fait opposition. Je crois qu'à l'opposition également, il ne s'était pas présenté. Il m'a contacté et entre-temps, tous les dossiers de ce genre ont été transférés à la CRIEF. Donc, à la CRIEF, j'ai écrit, je me suis constitué. On l'a cité, il est venu à mon cabinet, il m'a dit qu'il est malade, il partait à Dakar ou en France pour se traiter. Depuis lors, il n'est plus revenu. Or, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, on assiste un client, mais on ne peut pas le représenter. C'est quand il est présent qu'on peut aller avec l'audience. Moi, ça fait combien d'années je n'ai pas bougé de la Guinée. Je suis là, à Conakry. Même pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'étais à la CRIEF. Tous les jours, je suis à la CRIEF. Comment je peux défendre un client qui n'est pas en Guinée? Sinon, chaque fois que le dossier est programmé... Oui, pour la dernière programmation, par exemple, l'avez-vous appelé? Avez-vous essayé de l'informer? Entre-temps, il y a une communication qui était entre nous. Il m'appelait sur WhatsApp. Sur WhatsApp. On s'écrivait régulièrement. Même... il nous disait qu'il a été informé par un jeune du quartier qui n'a pas été saisi, vous ne l'avez pas appelé. Et qu'il vous écrirait même via le canal WhatsApp, qu'il vous laisserait des messages et que vous ne répondez pas à ces messages. Non. La condamnation est intervenue. J'ai tenté de l'appeler. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai laissé un message. En tout cas, je ne sais pas si entre-temps il a changé de compte ou pas, mais je l'ai appelé, j'ai laissé un message. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a mis ses avocats en difficulté. Chaque fois que le dossier est programmé où il y a le procès, il est absent du territoire pour raison de santé. Et les juges ne l'attendent pas. Les juges ne peuvent pas nous recevoir tant que le client... Lui avez-vous, en tant qu'avocat, lui avez-vous expliqué que forcément il doit être présent en République de Guinée pendant ces audiences? Mais il le sait. Il le sait. Je vous dis, c'est la troisième condamnation. C'est la troisième condamnation qu'il n'est pas en Guinée. Il a été condamné en première instance. Il n'était pas en Guinée. Il dit qu'il était à l'extérieur en traitement. Il y a eu opposition. Je vous dis que je suis son 3e ou 4e avocat. Il y a eu opposition. Il a été encore condamné. Il n'était pas en Guinée. On a fait appel. Au niveau de la chambre pénale de la CRIEF, là aussi, le procès a eu lieu. J'ai tout fait. Je lui ai écrit. J'ai encore les échanges entre nous. Je lui ai écrit. Je lui ai dit que c'était nécessaire qu'il soit là. Il n'est jamais venu. Il a été condamné. C'est moi qui ai fait appel devant la chambre des appels de la cour de la CRIEF. Là aussi, le dossier a été programmé. Même les procureurs sont au courant. Je l'ai informé. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Il n'est jamais venu. Au moment où je vous parlais, aujourd'hui, je m'apprêtais à faire le pourvoi. C'est lui qui a coupé le contact entre nous. Il n'est pas là, il coupe le contact entre nous. Qu'est-ce que je peux? Les clients qui sont en Guinée, qui sont présents, qui sont poursuivis, on les défend. Ceux qui ne sont pas là, qui ont le contact permanent avec lui, on les défend. Conformément à la loi, bien évidemment. Hein. Oui. Voilà, s'il vous plaît, aujourd'hui, est-ce que vous ne comprenez pas sa situation sanitaire? Parce qu'il évoque qu'il est vraiment très très malade. Est-ce que cela ne justifierait pas le fait qu'il ne puisse pas se présenter? En pareil cas, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres procédures en la matière par lesquelles vous pourriez passer justement pour lui permettre de se défendre? Et ce montant, vous a-t-il déjà versé les 10 millions? Mais bien sûr, je ne le dis pas. Et puis, une condamnation de 27 milliards avec tout ce qu'il le risque. 10 millions, c'est quoi? Excusez-moi du terme. C'est une question que nous posons ici. Voilà. On ne dit pas que c'est grand ou petit. Non, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'était pour m'occuper de l'affaire. Pour revenir à l'autre question, effectivement, quand il était parti à Dakar, parce qu'il a commencé par Dakar, il m'a envoyé ses documents médicaux. Et j'ai relevé, je ne suis pas médecin, hein, j'ai relevé dans ces documents médicaux que vraiment, il souffre. Il souffre beaucoup.
Je l'ai reçu à mon cabinet à 5 ou 6 reprises. Moi-même, son état de santé est critique. J'ai porté tous ces faits à la connaissance des juges. J'ai des lettres. Dès que j'écris à un juge, je l'envoie. J'ai fait plus d'une dizaine de correspondances. Mais vous pensez que la justice va m'attendre ou va continuer à croire à tout ce que je lui dis? Les juges ont continué leur procédure. Et la semaine dernière, la Chambre, c'est sur mon appel d'ailleurs que la Cour a rendu une autre décision. J'ai la décision avec moi. Je ne l'attends pas pour exercer le recours parce que nous, en tant qu'avocats, dès qu'il y a une décision, en principe, vous faites le recours, vous conservez les droits du client, après vous l'informez. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de cette décision, Maître Béa? Oui, mais c'est toujours la première décision qui a été confirmée. Depuis la première décision, avant que je ne sois... Mais les 10 ans d'emprisonnement? Mais bien sûr, ce qui a été toujours confirmé. Et cette fois par la mais CRIEF? Je comprends que... Oui, par la CRIEF. Je comprends que le problème de mon client, il s'attaque à tout le monde. Les premiers avocats, il les avait attaqués. Il s'est attaqué même au ministre Mori Doumbouya. Il s'est attaqué à plusieurs personnes chez moi. Il est venu s'attaquer. J'ai dit non. Quand tu es dans un dossier, bats-toi, tu te tires d'affaire. Mais ne joue pas à la victimisation. Tellement fait ça, tellement fait ça. Moi-même, je suis surpris. Mais c'est pas grave. Moi, je continuerai mon travail. Alors, dès la semaine prochaine. Vous disiez vouloir vous pourvoir en cassation. Allez-vous le faire? Mais bien sûr. Ça ne m'arrête pas. J'ai déjà la déclaration de pourvoi et puis je vais faire le recours. Bien. Mais je crois que peut-être que c'est la maladie qui joue sur lui. Mais c'est à tout le monde, très malheureusement. D'accord. Bien, Maître Salifou Béavoki, avocat donc de Chérif Haïdara dans l'affaire. Il y a une réaction. Permettez, Maître Béa, s'il vous plaît. Permettez que Daouda relève cette réaction. Oui, la réaction, bien sûr, de M. Chérif Haïdara, qui ne croit pas en ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il nous écoute à l'instant depuis Paris, qui dit qu'à un moment donné, vous seriez même allé jusqu'à dire que vous vous en foutez. Je n'ai pas bien entendu. Il dit que Maître Béa, par moment, a dit qu'il s'en fout. Que vous auriez dit que vous vous en foutez du dossier. Avez-vous y tenu de tels propos avec lui? Non, ça c'est pas mon langage, ça. D'accord. Là où le bas blesse, c'est sur 2 points. Premièrement, il est malade. Je reconnais moi-même qu'il est malade. J'ai tout fait pour persuader les magistrats et ils ne m'ont pas écouté. N'oubliez pas que c'est une affaire d'État. C'est une affaire qui est fait actuellement, qui est à la une. Tout ce qui concerne le déploiement des deniers publics, ce sont des dossiers qui sont très suivis. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'est pas en Guinée. S'il était en Guinée, à Conakry, il a fait opposition. Vous pensez que je vais le laisser partir à l'audience sans que je sois avec lui? À longueur de journée, nous défendons nos clients. Il n'est pas en Guinée. Et aucun juge ne peut autoriser un avocat à venir plaider dans un dossier pénal si son client n'est pas à la barre. Il est en Europe là-bas. Et c'est très. Je le souhaite bonne guérison, bonne suite. Alors, moi, je ferai le recours, je vais saisir la Cour suprême. Mais une fois de plus, c'est parce qu'il n'est pas là que je n'ai pas pu accomplir ma mission comme ça se doit. Très bien. Alors, dernière question, voilà. Caps. Très bien. Alors, Maître Béavoki, nous estimons que à l'issue de ces échanges, de cet appel de ce matin, à votre niveau, mais également vis-à-vis de M. Chérif Haïdara, que vous trouverez le moyen de mieux communiquer, parce qu'on comprend qu'il y a un déficit de communication qui nous amène à ce niveau-là. Mais ma question proprement dite, c'est de savoir aujourd'hui, vous suivez ce dossier. Si vous continuez à le suivre tel que vous le dites, c'est parce que vous croyez quelque part à son innocence vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui concernant ce dossier étant son avocat? Parlant justement des pièces qu'il dit avoir versées au dossier, Maître Béa, qu'en est-il des pièces qu'il a versées, qu'il a mises à votre disposition? Je ne défends jamais un dossier si je ne suis pas convaincu de l'innocence de mon client. Moi, tel qu'il m'a présenté les faits et tel que j'ai vu et compris le dossier, je me suis rendu compte qu'à l'époque, c'est son poste qui était convoité. Il m'a dit beaucoup de choses. J'ai été l'avocat de plusieurs personnes dans ce genre d'affaires, dans ce genre de situation. C'est son poste qui était convoité. Il a été vraiment victime d'injustice et d'arbitraire. Ça, je le dis et je répète.
Mais une fois de plus, c'est pas la presse qui décide, malheureusement, c'est le tribunal qui décide. Mais encore dans les formes. Si M. Haïdara était en Guinée, il est parti il y a plus de 8 mois, excusez-moi, 8 ou 9 mois, depuis qu'il est parti. Il n'est plus jamais revenu. J'ai écrit à la CRIEF, finalement, mes confrères se moquaient de moi. Parce qu'ils venaient me trouver, notre dossier est passé. J'ai dit, mais je ne peux pas aller, nous connaissons les règles, je ne peux qu'écrire. Et laissez-moi vous dire que j'ai demandé le report 2, 3, 4, 5 fois. On me l'a accordé. Peut-être madame la procureure m'écoute. La CRIEF m'a accordé beaucoup de renvois pour qu'il puisse être là. Mais malheureusement, il n'est pas venu. Donc, dans le fond du dossier, il m'a confié des choses que je ne pourrais pas révéler. Mais je sais qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour obtenir l'annulation de la décision. Je ne pense pas qu'il ait détourné un franc. Moi-même. Bien. Ça n'engage que moi. Maître Salifou Béavogui, avocat donc de Lansana Chérif Haïdara, dans le dossier de la Lonagui. Il a plus de 5 numéros, il peut m'appeler. Si WhatsApp, c'est pas le seul moyen de communication. Le message est passé. J'espère que vous allez rétablir le point. Je n'ai aucun de ces numéros, malheureusement. Oui. Je le dis sous le serment. Mais lui, il a au moins 5 de mes numéros. Il peut joindre les grandes gueules. Moi, auquel il a confié le dossier, il peut me joindre. Il a même le numéro de... Je ne sais même pas qui nous a mis en contact. Je ne me rappelle pas, mais c'est une connaissance sûre qui lui a dit, Maître Béa peut faire quelque chose bien. Pour toi. En tout cas, merci Maître. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci. Bien, très bonne journée. On continue le débat ici en studio. Mafoudia, avant peut-être de continuer sur les crimes de sang, on a écouté Maître Béa qui était accusé notamment par son client. Je ne sais pas s'ils vont continuer à travailler ensemble ou pas. Ce serait bien qu'ils se comprennent dans le cas... Le micro, Maf. Ce serait bien qu'ils se comprennent. Merci Daouda. Ce serait bien qu'ils se comprennent. Dans le cas contraire, évidemment, le client a la possibilité de choisir un autre avocat. C'est très important dans une telle procédure. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Et c'est aussi difficile pour un avocat de travailler avec un client qui n'est pas forcément là ou qui ne facilite pas votre travail. Donc, c'est à eux de s'entendre et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'intérêt de chacun. En tout cas, tout ce que le maître Béa nous a dit ce matin, on a en direct, bon, pas en direct, je reçois les écrits justement de Chérif qui nous écoute, qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Il écrit même que maître Béa n'a transmis qu'une copie de la lettre, une seule copie, c'est ce que lui dit. En tout cas, il est plausible qu'il y a problème pour quelqu'un comme Chérif Haïdara qui crie partout qu'il est innocent, qu'on a juste voulu l'enlever de son poste, et je crois que c'est ce que maître Béa vient de confirmer. Ce serait bien qu'il y mette du sien. C'est vrai qu'il est dans un état de santé critique, c'est pas évident pour lui. Est-ce qu'il faut rester là-bas? C'est pourquoi je rejoins la question de Caps quand il disait tout à l'heure, est-ce que de là où il est, puisqu'il y a son état de santé qui l'oblige, est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures pour que le procès ait lieu, pour que le travail ne s'arrête pas malgré son absence? Je pense que peut-être c'est faisable. La question n'a pas eu la réponse idéale, mais je pense que ce serait bien qu'ensemble, s'ils parviennent à s'entendre, qu'il y ait je sais pas, des réflexions pour voir ce qu'il y a lieu de faire maintenant. S'il faut qu'il vienne, parce qu'il tient beaucoup à son honneur, c'est un mot qu'il ne lâche pas chaque fois qu'il prend la parole. Ce serait bien qu'il fasse aussi des efforts pour pouvoir venir, pour que le procès se tienne, pour qu'on sache qui a fait quoi, qui lui a causé ce tort, ou si c'est lui qui a tort. Mais ce serait bien que pour une fois, il finisse avec ça, parce qu'il le dit souvent aussi, c'est son état de santé qui est prioritaire. Mais vu qu'il tient aussi à ce dossier, il faudrait qu'il fasse des efforts. Oui, allez-y, Capson. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, clairement, on sent qu'à écouter Maître Béavogui, on sent qu'il a la volonté de continuer à l'aider ou à l'accompagner dans le cadre de ce dossier-là. Maintenant, aujourd'hui, il faut comprendre la position de M. Chérif Haïdara. On sent qu'il est carrément dans une position de victime. Il reproche tout le monde, les gens en voulaient à son poste. Maître Béavogui, c'est le désespoir c'est le désespoir qui le met dans une telle situation. Donc il faut le comprendre. Et je me dis qu'aujourd'hui, Maître Béa, au-delà du fait, quand on est avocat aussi, il y a ce soutien moral
qu'il faut apporter à son client. Je pense qu'aujourd'hui, son client a plus besoin de ça que Maître Béavogui puisse, à son niveau, parce qu'il y a une question d'honneur en jeu, parce que selon tout ce qui était porté comme accusation à son encontre, il vient de prendre la parole, on vient de comprendre certains éléments d'information qu'on n'avait pas, et que même si M. Chérif pense que c'est pas ça, je pense qu'aujourd'hui, ce problème, il est simple, ça n'arrive même pas au niveau où il faut aller chercher un autre avocat. Je pense que les personnes qui les ont mis en contact peuvent à nouveau faire de sorte qu'ils puissent se retrouver et pouvoir communiquer. Et M. Chérif Aïdara, à l'issue de cette émission aujourd'hui, il comprendra que Maître Béavogui n'est pas contre, n'a pas lâché son dossier, et d'ailleurs est prêt à continuer à l'accompagner sur ce dossier-là. C'est vrai que dans l'opinion, il y a une question qui revient souvent quand on parle de Maître Béa. On le voit sur beaucoup de dossiers. Il y en a qui se demandent aujourd'hui, est-ce qu'il a la possibilité aujourd'hui de pouvoir vraiment... Est-ce qu'il est efficace? Et voilà, avoir le temps d'étudier profondément chaque dossier, parce qu'il est effectivement... Moi, je crois qu'à ce niveau, je crois qu'à ce niveau, on vous dira qu'il y a un cabinet qui est là, c'est pas lui seul qui c'est un faux procès que l'opinion fait de ce que Maître Béa est aujourd'hui. Parce qu'il faut le rappeler, ils sont nombreux, ces avocats. Peut-être que Maître Béa est très présent sur les médias, il communique beaucoup. Et tant mieux pour nous les médias. Voilà, tant mieux pour nous les médias, mais ils sont... Autant qu'ils sont, je vais dire, ces avocats. Parce que après les audiences, il y a de ces journalistes. Voilà, quand certains avocats parlent, ils vont chercher Maître Béa parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient réellement. Donc Maître Béa est très présent dans les médias. Et autant qu'ils sont, les avocats, je vais dire, ils ont chacun 1001 dossiers. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication autour des autres, mais Maître Béa, il faut aussi rappeler que c'est quelqu'un qui est beaucoup présent avec l'aspect politique. Et nous avons, s'il y a une activité aussi bien médiatisée dans notre pays, c'est bien la vie politique. Et il défend les acteurs politiques. Donc, autant les avocats y sont, autant ils ont des dossiers comme Maître Béa. Il y en a d'ailleurs qui en ont plus que Maître Béa. Mais puisqu'ils ne sont pas sur la place publique au même moment, sinon ils sont tous pareils. Ce que je voulais rapidement rajouter pour terminer, c'est pour renchérir ce que Daouda a dit. Quand on prend un cabinet d'avocats par exemple, il y a plusieurs rôles à jouer. Il y a certains qui s'occupent uniquement que de mener des investigations. Pour mener des investigations, il y a d'autres qui préparent des dossiers. Il y a un qui représente, qui vient devant les juridictions pour pouvoir défendre un client. C'est lui qui porte la parole parce qu'il a plus une certaine facilité à conduire la parole, à défendre les clients. Donc lui, on le met à ce niveau-là et c'est souvent lui qui est vu. Maintenant, l'un dans l'autre aujourd'hui, la solution, elle est connue, elle est simple. Il faut que ces deux se mettent ensemble. Monsieur Chérif Aïdara, vu que vous disposiez, comme le dit Maître Béavogui, de 5 de ces numéros, contactez-le et maintenant, s'il n'y a pas gain de cause, vous avez cette possibilité-là de changer d'avocat ou même d'écrire à la CRIAF pour qu'il puisse mettre à votre disposition un autre avocat qui puisse vous accompagner. Bien, allez-y, Olato. Moi, je pense que c'est un problème de communication qui est là entre M. Aïdara et Maître Béa. Il suffit juste qu'il puisse communiquer ici. Maître Béa a montré en tout cas sa volonté ici à l'antenne d'accompagner encore M. Aïdara dans ce dossier. Et M. Aïdara a beaucoup plus à gagner parce que c'est lui qui est en tout cas reproché de malversation financière. Il a beaucoup à gagner à se remettre avec son avocat ou à chercher un autre avocat pour défendre ce dossier, pour encore une fois finir une fois pour toutes. Il dit que c'est sa maladie, sa priorité pour le moment, mais puisqu'il tient en tout cas à sauver son honneur, il peut se déplacer et venir finir avec le dossier. Surtout s'il sait qu'il ne se reproche de rien, rien ne le coûte de se déplacer, venir finir avec le dossier et continuer avec ses soins. Bien alors, pour clôturer, Daouda, sur les crimes de sang, que peut-on retenir essentiellement avec ces auditions qui démarrent aujourd'hui? Ces auditions qui démarrent aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que la machine, elle est mise en marche. Et vous savez, dans certains cas, il y a des victimes, par moment, qui peuvent être les présumées victimes, même si d'autres actions peuvent révéler autre chose après, qui parfois peuvent au début être très engagés, mais dès que les choses... je vais dire ainsi, parce que si parfois le présumé auteur dit ne pas reconnaître, on peut rester encore dans cette situation. Oui. La présomption d'innocence, d'accord. Heureusement que vous rappeliez cela. Voilà, donc il y en a, c'est comme le 28 septembre, hein, et il y en a qui étaient considérés comme victimes tout au début, très engagés et autres, mais quand le procès, la chose sérieuse a commencé, il y a aujourd'hui, il y en a qui
peuvent ne plus vouloir se présenter. Donc, lorsque vous pensez être vraiment victime, le mieux c'est de vous présenter avec tous les éléments que vous avez pour que la justice ne rende pas un jugement, mais rende le jugement. Rendre le jugement qu'il faut pour ne pas condamner bien évidemment des innocents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. L'émission revient dans 10 minutes sur Espace TV. Les grands débatteurs. Nous y sommes. Enfin. Qui sera le prochain champion? Le tirage au sort à suivre sur Radio Espace et Espace TV ce vendredi 20 janvier dès 20h. Les grands débatteurs, la légende s'écrit au présent avec FBN Bank, le Crédit Rural de Guinée et le groupe Sono.